Connaissez-vous Djibouti? La question se posait en ce jour de juin 1977, quand le colonisateur français replia son drapeau pour céder la place à celui de la jeune République. Oui, comment pouvait-on être djiboutien, citoyen d'une nation aussi démunie qu'improbable, objet dès sa naissance des convoitises de ses voisins, vigie aride et éphémère, posé comme un confetti d'empire sur les rives du détroit de Bab el-Mandeb? 45 ans plus tard, la question ne se pose plus. Djibouti est aujourd'hui un pôle solide de stabilité au cœur d'une région tourmentée, ouvert au grand vent de la mondialisation et qui a su faire de son exceptionnelle situation géopolitique au carrefour de l'une des artères maritimes vitales de la planète, un avant-poste de la lutte contre le terrorisme et un modèle régional de développement économique et social. Encore fallait-il pour cela apprendre aux Djiboutiens à vivre ensemble, au-delà des déchirements communautaires. Encore fallait-il mener contre la pauvreté, l'analphabétisme et les maladies un combat de chaque jour et qui est loin d'être achevé. Encore fallait-il savoir rêver plus grand, au-delà des limites de la géographie, afin d'inscrire Djibouti et son million de citoyens sur la carte du monde et les chemins de la prospérité partagée. Comme vous allez le voir, être un petit pays n'empêche nullement de nourrir de grandes ambitions. Et quel meilleur guide pouvions-nous choisir pour nous l'expliquer que celui qui l'incarne depuis 23 ans, le président Ismaël Omar Guelleh lui-même. Au cours de nos entretiens, ce chef d'État pudique et secret a répondu à toutes nos questions, y compris les plus sensibles. Bonjour Monsieur le Président, et merci de nous recevoir dans ce salon du premier étage du palais de Ras Dikat. Je vais, si vous me le permettez, vous présenter, pour commencer, une question centrale, qui peut se résumer en une phrase. Comment va Djibouti? Comment va Djibouti un an après une réélection que vous avez voulu sur le thème du continuer ensemble? Et tout d'abord, où en est-on, Monsieur le Président, dans le domaine, je crois, assez crucial de la lutte contre la pauvreté? Éradiquer cette pauvreté, c'est l'un de vos chantiers prioritaires. Bonjour, Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons répondu à l'appel de notre jeunesse, de notre population, en répondant d'abord à l'emploi. À l'emploi des jeunes, qui représentent plus de la moitié de notre peuple. Et nous avons été surpris, avant d'entamer notre programme, de voir un élan de la jeunesse, de se débrouiller tout seul, de monter leurs entreprises, de faire des jeunes start-up qui vivent au jour le jour avec leurs petits motos, de faire de la livraison, de faire des petits commerces, n'est-ce pas? Nous nous sommes dépêchés à mettre en place un fonds de garantie pour ceux qui ont besoin de fonds de roulement, de fonds de développement. Nous avons également mis en place un programme de 5 000 emplois. Et au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 10 mois après, nous sommes à 66% d'emplois offerts à la jeunesse. Nous sommes également avec un programme social de la jeunesse. Se trouvent des étudiants qui viennent de l'intérieur du pays et qui souffrent énormément lorsqu'ils arrivent à la ville de Djibouti pour aller à l'université. Il faut les nourrir. C'est un programme qui marche bien, qui va s'améliorer. Nous sommes en train de mettre en place un village pour eux, pour qu'ils puissent faire leurs études tout seuls. Depuis l'indépendance, il y a 45 ans, la population de Djibouti a presque quadruplé. Le revenu moyen par habitant a été multiplié par 5, au point d'être supérieur à celui de ses 3 voisins cumulés, et l'espérance de vie à la naissance a progressé de 20 ans. Mais ces chiffres, pour flatteurs qu'ils soient, ne font pas oublier que la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion des délaissés de la croissance demeure une nécessité, et cette bataille-là, qui se livre sans relâche depuis 4 décennies, n'est pas prête de s'arrêter.
votre élection l'année dernière s'est faite sur le thème de la croissance inclusive, c'est-à-dire redistribution des richesses, que tout le monde profite d'un taux de croissance qui est d'ailleurs de 6 à 8%, ce qui est pas mal. Et vous avez à Djibouti un PIB par tête qui est, je crois, d'environ 3 500 $, c'est-à-dire largement supérieur à celui de tous vos voisins. Donc le problème, c'est la redistribution des fruits du développement. Ça, c'est le grand challenge. Le grand challenge. Bon, nous pensons que s'il y a une partie du corps qui est paralysée, on ne peut pas parler de croissance, on ne peut pas parler de richesse, puisqu'il y a une demande visible de la pauvreté. C'est pour cela que tout ce programme social, que ce soit de l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit les routes, que ce soit les pistes, que ce soit l'assurance maladie, avec la croissance, l'offre d'emploi également, nous luttons pour que personne djiboutienne ne soit mis en marge de la communauté nationale. On ne peut pas inventer la roue, hein. Il y en aura toujours des pauvres, mais les besoins essentiels doivent être résolus par le gouvernement. Nous avons pensé à nos familles qui sont dépourvues de tout. C'est ce qu'on appelle la pauvreté, qui touche, je pense, d'après les statistiques Banque mondiale, 12-13% de la population. C'est ça. Plus de 700 ménages ont été logés dans la fondation, dans le complexe de la fondation, un logement pour tous. Nous avons également mis en place l'AMU, l'assurance maladie universelle. L'égalité d'accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité nationale. La solidarité nationale est le principe de solidarité entre bien portants et malades. Le système de la couverture médicale financé par la collectivité s'adresse à tous, quelles que soient leurs caractéristiques, leur âge, leur niveau de revenu ou d'éducation. Le nombre de bénéficiaires, voilà, c'est 297 439. Et c'est notre joyau, l'assurance maladie universelle, qui touche l'ensemble de notre peuple. Alors justement, puisque vous parliez de la santé, simplement peut-être une parenthèse, l'OMS a salué votre gestion de la crise de la Covid-19, quelle a été la recette djiboutienne pour faire face à la pandémie. Beaucoup d'autres pays ont fait, je crois, de la même manière, mais nous avons attaqué de front dès l'apparition de la maladie à Djibouti. Tous les lieux publics ont été fermés. Nous avons mis l'obligation avec des agents de la police de forcer les gens à avoir le masque et la distanciation. Et nous avons aussi tout de suite financé les tests PCR, l'importation des respirateurs. Et nous avons vraiment mené une lutte acharnée avant l'arrivée de toute assistance de l'extérieur. Et le Omicron, c'est beaucoup moins grave, mais c'était le Delta qui nous a fait trop de mal et qui nous a causé beaucoup de difficultés aussi en matière économique, puisque nous avons été obligés d'aider les femmes là qui vendent des beignets devant les écoles, ceux qui ont les tricycles, là, les bajaj qu'on appelle. Il y a également les bus, les petits commerces, tous ont souffert de cette histoire. Donc, nous avons été obligés de les indemniser à 2 reprises pour qu'ils puissent recommencer à revivre après la pandémie. Alhamdulillah, Omicron, nous sommes déjà aguerris, il ne fait pas beaucoup de dégâts maintenant. La santé, marqueur clé du développement. En attendant l'ouverture en 2023 du futur CHU de référence régionale, les Djiboutiens se font soigner à l'hôpital d'Arta ou dans des centres de soins publics comme celui de Djibouti, de mieux en mieux équipés en matériel de pointe et désormais dotés d'une 30aine de médecins par centre, contre 2 ou 3 il y a encore quelques années.
La plupart d'entre eux ont été formés à la faculté de médecine de l'université de Djibouti, l'une des 5 que compte ce vaste campus éducatif, fondé il y a 20 ans et qui accueille aujourd'hui plus de 10 000 étudiants, dont 50% de jeunes femmes. Une vraie performance, quand on connaît le retard qu'accusait le jeune État en matière de scolarisation et d'autonomisation des filles lors de son indépendance en 1977. Les Djiboutiennes, femmes fières, créatives, courageuses, militantes hors pair dans les combats pour l'indépendance, mais trop longtemps marginalisées, étouffées sous le poids des traditions culturelles et sociales. Alors là aussi, il a fallu se battre contre les mariages forcés, les mutilations génitales, la déscolarisation précoce et pour l'intégration au développement de cette autre moitié de la population. Menée depuis plus de 20 ans, une politique volontariste de discrimination positive basée sur un nouveau code de la famille a porté ses fruits. Elles sont aujourd'hui ministres, députés, officiers, ambassadrices, chefs d'entreprise, et ce n'est qu'un début. On va faire un partenariat avec la communauté existante dans les quartiers. Djibouti, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Je crois qu'il y a d'ailleurs un petit peu plus d'hommes que de femmes, d'après ce que je sais. Là aussi, problème d'éducation, d'accès aux responsabilités des femmes. Je vois qu'elles sont 6 au gouvernement, sur 26, et 10% de députés sont des femmes. Voilà. Bon, on arrive. Le compte n'y est pas encore. Hein. Pas encore. L'éducation nationale. Le corps enseignant, à 46% est formé de femmes. C'est déjà un pas. Il y a le congé maternité que j'ai poussé de 14 à 26 semaines, n'est-ce pas, pour qu'elle ait le temps de bien faire son travail, de nourrir son enfant, de veiller à son développement et à son épanouissement. Et tout ça, ça coûte de l'argent à la communauté, n'est-ce pas. L'Europe a des difficultés pour aligner les salaires des femmes et des hommes, n'est-ce pas? Alors que chez nous, un fonctionnaire femme ou fonctionnaire homme, il n'y a pas de différence. Mais l'homme est toujours chez nous celui qui veut commander. Alors que l'utilité même ou l'apport de la femme dans la vie économique, sociale, est toujours prépondérant. Un Premier ministre femme, voire un président femme à Djibouti, c'est envisageable à terme? Oui, je crois. Mais il faut un peu de temps, c'est tout. De garder les femmes dans les maisons, c'est pas bon. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, c'est une ONG, une association, la plus ancienne ONG nationale. C'est un lieu qui est pour nous non seulement historique, mais mythique pour les promotions des femmes et des droits et de leurs droits surtout. Cette ONG abrite notre guichet social qu'on a ouvert il y a 2 ans. Une femme qui subit vraiment la vulnérabilité, la pauvreté à plein fouet. Elle a donc tout l'outil autour d'elle, de par la proximité, de par l'accessibilité également. Cette ONG nous aide à accéder, à aller dans les quartiers les plus reculés, dans les zones rurales, partout où elle existe, parce qu'elle est la plus proche des populations et surtout des femmes. L'Union nationale des femmes djiboutiennes abrite en son sein depuis le 8 mars 2007 la cellule d'écoute. C'est une cellule qui est dédiée exclusivement pour les violences faites aux femmes. Bon, quand on parle de violences faites aux femmes, on a toujours l'impression que c'est des violences physiques. Mais non, les violences, elles peuvent être financières, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être physiques, elles peuvent être de toutes sortes. Nous avons autour de cette cellule d'écoute beaucoup de bénévoles. Il y a des médecins, il y a des psychologues femmes, il y a même une avocate depuis maintenant quelques années. Donc on les oriente, on va également jusqu'au tribunal. Djibouti est presque totalement dépendante des importations pour nourrir sa population. Si on veut développer l'agriculture, il faut de l'eau
Voilà. Qu'est-ce que vous faites pour l'eau, Monsieur le Président? Nous faisons énormément d'efforts et de dépenses. Nous avons un programme depuis l'indépendance. La question de l'eau, la question de la soif est primordiale pour nous, l'un des prioritaires. C'est pour cela que du sud au nord, le nombre de forages s'accroît. Maintenant, nous sommes en train de faire venir l'eau de la frontière érythréenne jusqu'à Obok. Plus de 95 kilomètres de canalisation sont en train d'être placés pour pouvoir fournir de l'eau à Rassian, où nous prévoyons du tourisme là-bas, et puis tous les villages qui sont au milieu jusqu'à Obok. L'eau dont Djibouti a tant besoin arrive en pipeline, surtout depuis l'Éthiopie voisine, mais aussi et de plus en plus via l'usine de dessalement d'eau de mer de Doralé, la première en Afrique de l'Est. 22 500 mètres cubes, soit 35% de la demande quotidienne de la ville de Djibouti, proviennent d'ici avec un objectif à court terme de 70% quand la seconde unité sera achevée. Considérable à l'aune des ressources de ce petit État, les investissements concernent un autre secteur vital, l'électricité. Là aussi, c'est une technologie de pointe qui est utilisée avec le recours aux centrales à énergie solaire et éolienne. Au Goubet, à une centaine de kilomètres de Djibouti, un parc de 17 éoliennes d'une capacité de production de 60 MW s'apprête à éclairer une partie du pays. Éolien, géothermie, solaire, Tout ça, vous êtes sur tous les fronts. Tous les fronts. Avec la géothermie, nous allons avoir accès à beaucoup de minerais. Le silicate, on appelle, c'est le silicium pur à 100%. Le lithium aussi, dès qu'on arrive à plus de 1500 mètres de profondeur, tous ces minerais sont accessibles. Nous avons aussi un grand gisement de sable noir. Les géologues disent que ça nous rapportera beaucoup d'argent. Sable noir. Sable noir. Hein. Et la Turquie est en train de travailler avec nous parce qu'eux, ils exportent ce sable noir où il y a des minerais, les terres rares. L'espoir de notre pays, c'est de l'énergie pour développer le tourisme, développer l'industrie, développer aussi la transformation. Djibouti n'aurait pu être qu'un État entrepôt, gérant dans la plus grande discrétion son exceptionnelle situation géographique. Mais ses dirigeants ont voulu qu'il soit beaucoup plus que cela, un État carrefour, un hub numérique régional par où transitent une dizaine de câbles sous-marins à fibre optique reliant l'Asie et l'Europe, l'un des tout premiers pays de la région à disposer de son propre satellite de télécommunications, le siège de l'unique data center d'Afrique de l'Est et du futur campus de Google. Djibouti, c'est aussi bien sûr et avant tout les ports. Doralé et son terminal à containers à l'activité incessante, escale incontournable sur les grandes routes maritimes du golfe d'Aden et débouchés privilégiés du marché éthiopien, considéré comme l'un des ports en eau profonde les plus performants au monde. 5 millions de tonnes de marchandises sont débarquées ici chaque année des navires porte-containers, mais aussi des navires vraquiers dont les cargaisons d'engrais chimiques, de céréales et de riz sont exclusivement destinées aux grands voisins. À 30 km de la capitale, le dernier né, Damerjog, et son énorme zone franche pétrolière gagnée sur la mer, avec sa digue de 3000 mètres conçue pour résister aux cyclones, 500 personnes travaillent ici jour et nuit à cet ambitieux projet. L'économie djiboutienne, c'est avant tout une économie portuaire, avec de très grands projets que vous portez personnellement en ce domaine. Donc, Damerjog, Doralé, Djibouti, Tadjoura, c'est quoi votre stratégie portuaire? De prendre de l'avance en matière de transport maritime. Le
programme air-mer, mer-air, de monter un aéroport qui puisse être en jonction avec les ports de Djibouti. Et nous pensons que c'est un instrument de développement et un moyen de développement. Alors, je voudrais vous parler simplement, il y a une situation de crise interne en Éthiopie. Cette situation a eu un impact quand même sur votre activité économique. Absolument, c'est sûr. Parce que c'est votre client, 90% Bien sûr, passe par bien Djibouti. Sûr. Ça a toujours été comme ça. Alors c'est quoi l'impact de la crise éthiopienne sur Djibouti exactement? Nous pensions qu'on aurait un manque à gagner important, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on s'en est sorti jusqu'à aujourd'hui pas mal. Mais ça se sent. Le trafic a diminué en importation. L'exportation, c'est mieux. Mais nous continuons à moderniser, nous continuons à nous équiper et nous continuons à faire en sorte que le port de Djibouti, avec les services qu'il offre, soit incontournable. Le marché éthiopien étant ce qu'il est, c'est quand même un énorme marché. Vous avez d'abord Berbera. Donc, l'opérateur émirati DP World a inauguré en juin 2021 un nouveau terminal avec une zone franche et un projet de liaison routière avec l'Éthiopie dont ils disent qu'il sera opérationnel en 2023 avec un but qui est très simple, ils ne s'en cachent pas. Vous piquez 10% de trafic container dès 2025. Ça, c'est Berbera. Ouais. Vous me direz ce que vous en pensez de cette concurrence. Et la deuxième concurrence, maintenant, c'est Assab. Assab, l'Éthiopie finance une route de 75 km pour faciliter l'accès à Assab. Et tout se passe comme si, en fait, l'Éthiopie recherchait une sorte de plan B pour ne pas dépendre que de Djibouti. C'est ça. C'est visible, mais je pense que l'Éthiopie, si sa croissance continue, a besoin de plusieurs ports pour pouvoir avancer et faire des progrès, si vous voulez, dans le domaine de l'export en port. Nous sommes plus proches de l'Éthiopie que les autres ports. Assab est à 960 ou presque 1000 km. Berbera, même chose, ou plus même. Djibouti est à 750 km, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude, avec les commerçants éthiopiens, de venir sans visa, sans rien, de venir travailler ici. Et, ils ont les banques djiboutiennes qui leur sont ouvertes aussi. La Commercial Bank of Ethiopia vient de s'installer. Nous sommes sereins. Et puis il y a le train. Le train est là. Ce train est-il rentable, Oui. Est-il rentable? Il va l'être. Vieille de plus d'un siècle, la ligne mythique Djibouti-Addis, longue de 785 km, a été entièrement refaite entre 2010 et 2016. Suspendue pour cause de pandémie Covid et de troubles internes en Éthiopie, le trafic passager ne reprend que très lentement. Mais le fret, lui, fonctionne à plein. Au terminal ferroviaire de Doralé, on charge et décharge jusqu'à 210 containers par jour à destination du pays voisin. Non loin de là, la Free Zone sert de point d'ancrage pour les centaines de camions qui empruntent chaque jour la route nationale 1 à destination de l'Ouest. Beaucoup des produits transportés viennent de Chine, partenaire commercial majeur dans toute la région, qui a fait de Djibouti sa porte d'entrée vers la Corne de l'Afrique et une escale incontournable sur la nouvelle route de la soie. Une position qui suscite bien des convoitises de la part de puissants groupes étrangers pour qui Djibouti est une chasse gardée, comme le démontre le conflit qui, depuis 4 ans, oppose l'État au méga-opérateur portuaire DP World. J'évoquais DP World, la société émirati qui opère sur Berbera. Depuis 4 ans, Monsieur le Président, il y a un bras de fer entre DP World et la République de Djibouti. J'ai vu que la Cour d'arbitrage de Londres, une nouvelle fois, fin janvier, a tranché en votre défaveur. Et cet opérateur DP World, par ailleurs, poursuit votre partenaire China Merchants
devant la haute cour de Hong Kong. Alors, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que dans le cadre de leur offensive, n'est-ce pas, pour mettre Djibouti à genoux, c'est pour ça qu'ils mettent de l'argent, beaucoup d'argent à Berbera, à Assab. C'est pour cela qu'ils favorisent le port de Lamou. Nous sommes victimes. Nous pensons que nous sommes en droit de défendre nos intérêts. Nous avons été violés, n'est-ce pas, dans nos droits. Nous avons été patients avec eux, mais ils ne nous ont pas compris. Ils ne nous ont pas compris. Mais derrière DP World, il y a les Émirats arabes unis. Non, ça n'a... Non. Oui, ils sont solidaires avec eux. Bon, Oui. mais Vos relations avec les Émirats sont comment? Avec Abu Dhabi? nous n'avons pas de contentieux avec eux. On en a discuté avec le président Sisi. Lors de votre dernier voyage en Égypte? Il est optimiste aussi, il peut nous accompagner pour reprendre nos relations en dehors de DP World, s'il veut bien. La souveraineté de Djibouti, c'est aussi le choix assumé d'ouvrir le pays aux bases militaires étrangères, un peu comme on ouvre un parapluie pour se protéger face aux convoitises des voisins et aux métastases du terrorisme. Les Français sont là depuis l'indépendance. Puis à partir de 2001 et des attentats du 11 septembre, sont venus les Américains, les Chinois, les Japonais, les Européens. Tous paient un loyer, et tout cela crée une sorte d'indépendance dans la multidépendance, une vraie spécificité djiboutienne qu'il a fallu imposer en expliquant que cette présence militaire renforçait, plutôt qu'elle ne contraignait, l'indépendance nationale. Quel bilan, à la fois sécuritaire et économique, tirez-vous de cette présence des bases étrangères? Nous avons pensé, nous, d'être au service de la communauté internationale. Ils nous ont contactés, nous avons discuté et nous avons pensé que malgré la vie contraire, n'est-ce pas, de l'ensemble de l'Union africaine, nous avions dit oui pour spécifiquement la lutte contre le djihadisme, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la violence, n'est-ce pas? Et la convention que nous avons signée avec les États-Unis se limite à la lutte contre le terrorisme. Puis il y a les loyers aussi. Économiquement, ça n'est pas négligeable, les loyers. Je ne crois pas que ce soit très, très important. Ce n'est pas l'objectif, en tout cas. Non, pas du tout. Ça représente 10%, peut-être, 8%. Du budget du pays. Mais l'objectif, c'est autre chose. C'est la formation, c'est l'équipement, tout ça. Et puis, il y a eu toute la vague de pirates de mer. Les pirates ont essaimé toute la mer somalienne, plus de 3000 kilomètres. Là aussi, les forces européennes, on appelle la Talente, a été créée et nous avons pris part également à cette force. Nous sommes forts. Le commandement, mon abord. L'idée des manœuvres, c'est très simple. Dès qu'il est avant et plage arrière largué, on va communiquer avec un radio. Les météos en général, c'est météo calme. On va marcher à vitesse déterminée par le commandement entre 10 à 11 nœuds. Le premier bateau appareillé, c'est les P20. C'est clair pour tout. Donc chacun prend son dispositif. L'équipage au poste de manœuvre. Depuis 13 ans, dans le golfe d'Aden et le long des côtes somaliennes, l'opération aéronavale européenne Atalante de lutte contre la piraterie et les multiples trafics a fait de Djibouti son point d'appui. Un ancrage qui a permis à la marine djiboutienne de monter en puissance.
rien, madame. Un coup arrière, un coup avant. On va rester comme ça. Ces frégates et ces patrouilleurs sécurisent les eaux territoriales, les 370 km de côte et les zones portuaires essentielles à la vie économique du pays. Son intégration au sein de l'opération Atalante, dans les détroits de Bab el-Mandeb, est en cours. Car dans un environnement régional trop souvent anxiogène, entouré de voisins continentaux en crise comme l'Éthiopie et la Somalie, ou franchement hostiles comme l'Érythrée, et d'un vis-à-vis le Yémen, déchiré par une guerre civile, la République de Djibouti a fait de la défense de sa souveraineté une priorité nationale. Ce sont tous des pays à problème, à propos desquels on a envie de vous écouter. Alors, l'Éthiopie, tout d'abord, Monsieur le Président. Ce que l'on peut appeler la guerre du Tigré dure depuis novembre 2020, même si l'offensive des rebelles sur Addis a été stoppée. Quel est l'état, quelle est la nature du risque posé par ce conflit pour Djibouti? Vous savez, l'approche que les médias européens et américains ont fait, c'est pas bon. Dès le début, on a pris les forces de l'opposition ou des rebelles sur le même pied d'égalité que le gouvernement en place dont le Premier ministre était élu. Tout cela a faussé le processus, n'est-ce pas? Il y a un gouvernement régional avec son parti, qu'on appelle le TPLF, a défié l'État central, a créé au nom d'une ethnie un mouvement qui conteste la légitimité du gouvernement en place. Alors nous, pays étrangers, voisins de surcroît, nous ne pouvions pas intervenir dans un contexte comme celui-là. Il faut que l'unité de l'Éthiopie soit préservée d'abord, ensuite qu'on respecte la constitution éthiopienne et que le gouvernement régional puisse passer par des voies officielles, constitutionnelles, qui lui permettent de négocier ou de réclamer ce qu'ils ont à réclamer dans le cadre de la loi et de la constitution éthiopienne. Mais le problème a été complètement retourné dans la mesure où on a placé les rebelles au même niveau que l'État éthiopien. Mais maintenant, les choses commencent à revenir à la normale, n'est-ce pas? Il y a toujours des petits escarmouches, mais c'est pour des raisons tout à fait locales, non pas... Mais le problème de fond n'est pas réglé. Le Tigré, comment intégrer, comment faire un État fédéral en Éthiopie, c'est compliqué. Qui peut prétendre aujourd'hui que le TPLF représente l'ensemble du peuple tigréen? On ne peut pas le dire, parce que c'est une force militaire qui est là et qui s'impose, alors que le gouvernement éthiopien, central éthiopien dit « si on a des négociations à faire, nous le ferons avec vous et avec les autres citoyens tigréens qui sont en Tigré et qui sont complètement paralysés par vos menaces et vos... » Bon, voilà la réponse du gouvernement éthiopien. Bon, si le fédéralisme ou le respect des ethnies n'est pas effectif, il n'y aura pas d'Éthiopie. Et tout le monde, tigréen ou pas tigréen, personne ne cherche aujourd'hui à se séparer de l'Éthiopie. Personne. Alors, autre voisin, celui-là carrément incommode, c'est l'Érythrée. 14 ans après les affrontements, Monsieur le Président, de 2008, entre vos deux armées, et la vôtre et celle d'Isaias Afewerki, les ingrédients d'un conflit sont finalement toujours là, c'est toujours la même chose. Le gouvernement d'Asmara soutient toujours ce qu'on appelle le fruit d'armée,
et qui est une rébellion, entre guillemets, djiboutienne, et revendique toujours, et occupe, je crois, le cap d'Ouméra. C'est ça. Les Français et le roi Ménélik avaient signé déjà en 1897 le traité qui délimitait les frontières. Alors, finalement, votre rencontre avec le président Afewerki en Arabie Saoudite et la médiation d'Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, n'auront servi à rien. Rien. C'est incompréhensible, mais c'est quelque chose que nous avons constaté, n'est-ce pas, depuis la dernière rencontre que nous avons eue avec le président. Mais nous gardons toujours l'optimisme. Nous ne sommes pas arrivés encore au problème des discussions du territoire occupé par l'Érythrée. Nous n'arrivons pas à régler la question des prisonniers. Prisonniers djiboutiens, de l'armée djiboutienne en Érythrée. Voilà, que les autorités érythréennes refutent entièrement. Ce sont des Ils ont disparus, dit, en réalité. Nous avons déjà rendu les prisonniers. Il y en avait 4 par l'intermédiaire du Qatar, il y a plusieurs années. Et ils disent que c'est terminé, ils n'ont plus de prisonniers. Et nous vous disons, nous avons la liste. On n'arrive pas à leur faire comprendre que nous voulons même le reste de ces prisonniers pour qu'on puisse faire le deuil, parce que les femmes sont toujours là et les enfants, ils attendent toujours leurs frères, leurs maris et tout ce qui s'ensuit. Bon. Troisième de vos voisins terrestres, si je puis dire, en crise, la Somalie, Monsieur le Président. Bon, d'abord, il y a une crise alimentaire, je crois, très forte due à la sécheresse en ce moment, avec une vraie menace de famine. Hein. Et puis une crise sécuritaire, toujours avec, il semblerait, un regain d'activité et de dangerosité des Shabab. Alors, Djibouti est directement impliqué. Vous avez un contingent là-bas, au sein de la MISOM, je crois, d'environ 2000 hommes. 2000, ouais. Quelle est votre appréciation sur cette crise qui Nous ne finit suivons pas avec beaucoup d'inquiétude du moment où la communauté internationale est fatiguée. Et les Somaliens commencent à dire du fait que les soldats africains sont payés par l'Union européenne, payez-nous à leur place, faites partie des forces de la mission. Nous ne voyons pas d'inconvénient, nous, si l'armée somalienne est capable de régler le problème de sécurité intérieure de la Somalie, mais ce n'est pas le cas. Les Shabab se renforcent, s'arment par le Yémen, avec des taxes qu'ils perçoivent de la population, des commerçants, au vu et au su de tout le monde, avec les menaces qui s'ensuivent au téléphone et les exécutions. C'est du racket. C'est devenu une véritable mafia maintenant. On ne parle plus du djihad ni rien du tout. C'est la mafia qui réclame autant, sinon plus, que les commerçants payent à l'État. Et cette situation, si elle se prolonge, il y a un risque d'effondrement de tout ce qu'on a construit comme édifice. Nous partageons avec nos autres amis de la région, mais 30 ans, c'est 30 ans de vie comme ça, de l'anarchie, et les morts et les explosions tous les jours. Là, c'est devenu quelque chose d'habituel. La vie de la personne n'a plus de valeur, n'est-ce pas? Alors, il y a, Monsieur le Président, des milliers de réfugiés en provenance du Yémen. Le Yémen, c'est à 25-30 km de vos côtes, hein, c'est juste en face. Depuis 7 ans, il y a une guerre civile très sanglante entre le camp gouvernemental et les rebelles houthis, et qui s'internationalise dans le cadre de l'affrontement entre Arabie Saoudite et Iran. Ouais. Avec, on l'a vu récemment, des bombardements, des frappes de drones en Arabie Saoudite et aussi jusqu'à Abu Dhabi.
il y a une multiplication des acteurs dans le pays, parce que le Yémen était déjà instable avant cette guerre. Le Yémen, dans sa partie sud, a toujours contesté l'unité yéménite. Et une fois le président Ali Abdullah Saleh éjecté du pouvoir, les Houthis, qui étaient une force parallèle mais amoindrie, qui ne pouvait pas être un acteur dans la mesure où ils n'avaient pas les moyens, ont reçu un appel d'air de l'Iran qui reprochait à l'Arabie saoudite de négliger ou de réprimer les chiites de leur pays. Et comme l'Iran se considère comme le parrain de tous les chiites, dès que le gouvernement central s'est effondré, ils se sont engouffrés dans le processus, pris en main les Houthis, les développer, les armer. La coalition que nous avons créée avec l'Arabie saoudite a aussi été incapable de régler le problème. Et tout le poids est tombé sur l'Arabie saoudite, qui se sent menacée tous les jours. Tout le sud saoudien fait l'objet d'un bombardement. Les écoles ne fonctionnent plus. La vie normale est perturbée tout le temps par ces missiles qui tombent pas un peu partout et dans l'anarchie la plus totale. Alors il y a des fuites des gens, des populations qui ne trouvent pas un coin de paix ou de calme. Ils viennent chez nous, à Obok, au nord. L'Arabie saoudite apporte son appui, mais cette histoire n'est pas près de se terminer. Hélas. À Djibouti comme en Somalie, le tribalisme a longtemps procédé de la pratique coloniale. Les dénominations successives données à ce pays par le colonisateur, côte française des Somalies, puis territoire des Afars et des Issa, relevaient ainsi d'une vision ethniciste de la société djiboutienne. Le ver était dans le fruit dès l'indépendance et il s'est manifesté au cours des années 90 par de douloureux affrontements qui ont failli emporter la jeune République. Les accords de paix de 2001 y ont mis un terme. Le tissu national a été patiemment cousu, mais sur ce point, comme sur d'autres, la vigilance reste de mise. Il y a un point important sur lequel vous avez insisté, Monsieur le Président, à l'occasion de l'élection présidentielle il y a un an, c'est le vivre ensemble djiboutien. Vous portez un projet depuis longtemps qui est de fédérer la population autour de valeurs communes, au-delà des clivages qu'il a pu y avoir entre les différentes communautés. Or, il y a eu ici à Djibouti, en août 2020, Monsieur le Président, des affrontements intercommunautaires dans certains quartiers qui ont été assez violents et qui ont pris un caractère, justement, intercommunautaire à Farissa. Alors, est-ce que c'était peut-être, vous allez me dire, la réplique d'affrontements similaires survenus en Éthiopie, mais ça démontre quand même qu'il y a encore du chemin à parcourir. Bien sûr, et ça, ce n'est pas avec des décrets ou des arrêtés qu'on peut régler les conflits comme ça, où il suffit d'une personne mal intentionnée qui cherche à mettre le feu. Pour mettre le feu, la voie la plus facile et la plus rapide, c'est l'ethnique. Mais à Djibouti, on ne peut pas comparer avec les autres pays parce que ici, il y a l'intermariage. Les enfants qui sont de père Afar, de mère Issa, Somalie, et vice-versa, n'est-ce pas? Et notre insistance et notre politique, sinon la République de Djibouti ne peut pas exister s'il n'y a pas la cohésion nationale. Mais il faut que nous fassions attention aux facteurs exogènes, n'est-ce pas,
qui nous vient de l'Éthiopie, où la majorité des deux clans se trouvent là-bas, en Éthiopie, mais pas ici. Moi, je suis optimiste de ce côté-là, parce que je ne vois pas la différence qu'on a. Nous sommes djiboutiens et nous resterons djiboutiens. On est djiboutien avant d'être Afar ou Issa Voilà, ou Somalie. absolument, absolument. Et ça, c'est quelque chose... L'école est un élément très, très important pour nous, très important. Et les enfants jouent ensemble, les enfants grandissent ensemble, les enfants se marient aussi. Et c'est fréquent de voir les mariages mixtes à Djibouti. Vous êtes arrivé en mai 99 jusqu'à maintenant. Vous avez senti qu'il y a un progrès dans l'appropriation par les Djiboutiens de leur citoyenneté commune? Phénoménal, absolument. Ouais. Ce n'est qu'un passé. Mais le diable est toujours là. Il faut toujours être vigilant, je veux dire. Alhamdulillah. Le diable, c'est aussi cette dangereuse perversion qu'est le djihadisme armé. Avec ses bases militaires étrangères, son contrôle strict du champ religieux et sa pratique d'un islam de tolérance et d'ouverture, Djibouti a été et demeure dans l'œil du cyclone terroriste. Tous les Djiboutiens ont en mémoire l'attentat suicide contre le restaurant La Chaumière le 24 mai 2014, quand un commando de Shebab venu de Somalie s'est fait exploser en pleine heure d'affluence, faisant un mort et une quinzaine de blessés. Depuis, d'autres attentats ont été déjoués, et si Djibouti a su se préserver du pire en maîtrisant l'influence de l'islamisme politique, le risque est loin d'être négligé. Alors, il y a eu, Monsieur le Président, au début des années 2010 et jusqu'à une période relativement récente, une tentative de percée de l'islamisme radical politique ici à Djibouti, avec un vrai risque politique. Est-ce que vous considérez que ce risque est désormais dissipé? Je suis toujours optimiste en matière de politique intérieure parce que j'estime que le dialogue, la compréhension des problèmes politiques qui puissent perturber notre pays et notre marche vers l'avenir, vers le développement, il faut l'affronter, discuter avec les partenaires et se défendre aussi lorsque nous sommes attaqués. Le phénomène du printemps arabe a bouleversé l'ensemble du monde arabe et musulman. Ce phénomène a été utilisé par des forces extérieures qui ont détruit un certain nombre de pays, comme la Syrie, la Libye. L'organisation qu'on appelle les Frères musulmans avait ses origines à Djibouti avant tous les pays. Mais la première sortie de cette organisation en dehors de l'Égypte était ici. Malheureusement, pour eux, n'est-ce pas, ils ont constaté que ça ne prenait pas. Je pense que notre population est contente d'avoir échappé à ce phénomène parce qu'à Djibouti, nous ne pourrions pas résister, n'est-ce pas? Comme nous sommes fragiles, nous devrons toujours penser à sauvegarder nos acquis et notre pays. L'islam à la djiboutienne, c'est quoi? C'est un islam tolérant, de juste milieu? Absolument. C'est ça. C'est ça. Et nous sommes en train de monter un institut, n'est-ce pas, qu'on appelle le Wasatiyya, et qui veut dire le juste milieu, quoi. Se référant au Coran el-Karim, au Coran, que Dieu nous dit « Je vous ai fait une population ou un peuple du juste milieu », n'est-ce pas? Mais pour les djihadistes, et sans doute à cause de cela, parce que vous avez un islam tolérant, vous êtes une cible pour Al-Qaïda, une cible pour les Shebab. Il y a à peu près un an, le chef des Shebab somaliens s'en est pris directement à Djibouti à commettre des attentats terroristes. Il appelait à ça contre les intérêts étrangers et contre vous. Est-ce que les djihadistes sont à l'offensive? On le sait partout, dans le Sahel, dans toute la zone centrale de l'Afrique. Djibouti est-il protégé d'un point de vue idéologique? On l'a vu, mais d'un point de vue sécuritaire.
Est-ce que vous êtes Je pense protégé? que on ne peut pas prétendre à une sécurité à 100%, mais nous sommes vigilants. Nous avons les gens qu'il faut, aussi bien dans les milieux jeunes que dans les milieux adultes. Nous sommes vigilants. En 2014, nous avons eu un attentat qui venait de Mogadiscio, n'est-ce pas? Ça nous a servi de leçon. Et depuis, nous sommes un peu vaccinés. On dit. Il faut des services qui soient chargés uniquement de la surveillance et surtout de l'étude de ces organisations, leur origine, leur façon de travailler, parce que sans une complicité d'un certain nombre de personnes du pays, ils ne peuvent pas faire grand-chose, n'est-ce pas? Et comme c'est trop loin de leurs bases qui sont dans la Somalie du Sud, nous pouvons les contenir, comme dit, les containment, comme disent les Anglais. On touche du bois aussi. Bismillah. Alors parlons un petit peu de politique intérieure et de démocratie, Djibouti, Monsieur le Président. Le multipartisme restreint à Djibouti a été instauré... Il n'est pas restreint. Hein? Attendez, je pose la question. A été instauré par votre prédécesseur, le président Gouled, il y a 30 ans, 92. Voilà. Et le multipartisme intégral par vous-même, il y a 20 ans, Voilà. 2002. Absolument. C'est une année anniversaire pour la démocratie. Voilà. Quel bilan tirez-vous? Est-ce que la démocratie vous paraît vraiment enracinée à Djibouti, Monsieur le Président? Le colonialisme français nous a appris depuis 1945 aux élections, à la représentation populaire, à la manière de s'opposer et de rester frères et sœurs. Et après, nous avons dit nous allons faire une période d'apprentissage, si vous voulez. Même le candidat qui se présente aux élections, il faut qu'il ait des parrainages, comme... Et les partis politiques aussi doivent avoir des parrainages dans l'ensemble du pays pour pouvoir démontrer que ce n'est pas un parti ethnique, ni un parti tribal, n'est-ce pas? Et que les gens du Nord doivent participer, les gens du Sud aussi. Alors, mais vous avez en face de vous une opposition qui est quand même très divisée, Oui. éclatée, qui ne représente pas vraiment une concurrence. Est-ce que c'est vous qui l'avez émietté, dispersé, éclaté, divisé? Pourquoi? Pourquoi le ferais-je? Quel intérêt Divisé aurais-je? pour mieux régner, on vous répondra. Vous savez, le pouvoir, ça ne s'obtient pas par la force, ni par les intrigues. On dit en Somalie, voici le terrain et voici le cheval, n'est-ce pas? Alors que chacun puisse... démontrer ce dont il est capable. Et que nos gens, dans l'ensemble du pays, n'aiment pas les incertitudes, ils n'aiment pas les aventures, ils aiment la tranquillité et la tolérance. La première chose, le respect de la vie humaine est toujours primordial, qui privilégie la tolérance, qui privilégie la vie ensemble, qui se méfie de toute considération tribale ou clanique parmi les gens, n'est-ce pas, de la population djiboutienne. Bon. Ils peuvent s'aimer, ils peuvent se haïr, mais ils vivent ensemble et ils sont obligés de vivre ensemble lorsqu'ils voient ce qui se passe dans les régions ou dans les pays de la région. Ce document, celui d'Égypte. J'essaie de le documenter, et surtout carte des vœux et tout pour lui dire qu'on a les listes. Alhamdulillah. Salam alaikum. Laissez. Oui. Alors pourquoi il est trop loin aujourd'hui?
كان إلى مسيو إلياس ايه اللي حسن يمنع يا ايمن شو Il a été testé positif à la Covid, le ministre des Finances. Ce matin? Non, non, avant-hier. Ils lui ont fait un test hier, mais apparemment, ils ne lui ont pas transmis la bonne nouvelle. Il était négatif, Miskin. J'ai essayé de l'appeler ce matin, mais je crois qu'il pensait qu'il était positif et il n'est pas venu là.